Merci. Merci beaucoup. Merci à Régis Essonnion qui a tenu à organiser cette conférence et avec les autres organisateurs qui, dans la salle, se connecteront. Alors, le thème de cette conférence, débat cet après-midi ce soir, c'est élection présidentielle en Afrique en 2016, le rendez-vous manqué. Alors, pour le cas du Gabon, j'ai envie de dire que c'est un rendez-vous pas si manqué, on y est encore. Il y en aura peut-être pour qui il est manqué et pour qui il ne l'est pas. Alors, mon intervention, je l'ai intitulée « Chronique d'une élection présidentielle, pas comme on l'entend ». Et je voudrais commencer par un petit rappel historique. Le Gabon, c'est un territoire qui se situe en Afrique centrale, qui a 800 km de côte avec l'océan Atlantique, qui a une superficie de 266 667 km². Donc c'était un territoire français d'outre-mer depuis 1946. Et j'ai envie de dire que, avant de continuer, le bonheur et le malheur du Gabon, c'est certainement son immense richesse, puisque le Gabon fut ou aurait pu être un émirat pétrolier. Le Gabon possède du manganèse, de l'uranium, du fer, de la bauxite, du bois, je l'ai dit tout à l'heure, on a 800 km de côte avec l'océan Atlantique. À l'intérieur du Gabon, on a encore de très nombreux fleuves, dont le plus important est celui de l'Ogooué. Nous avons également donc près de 60% du territoire qui est recouvert de forêts, avec des essences de bois extrêmement rares, comme le koumé qui n'existe qu'au Gabon, ou encore le kebazingo, etc. Juste pour dire que le Gabon a tout ce qu'il faut pour que sa population soit véritablement à l'abri du besoin et de la peur. Et nous assistons à un paradoxe gabonais qui est qu'au milieu de toute cette richesse, nous avons une population extrêmement pauvre, dont les 2/3 vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc avec moins de 30 000 francs CFA par mois, donc 45 €. Et donc ce pays qu'est le Gabon était un territoire français d'outre-mer depuis 1946. Et puis en 1958, il est devenu une république au sein de la communauté française. Ensuite, le 17 août 1960, il est devenu indépendant, qu'on pourrait mettre entre griffes, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Et donc le Gabon a 56 ans d'indépendance. Et en 56 ans d'indépendance, tout en étant une république, le Gabon n'a connu que 3 présidents de la République. Le président Léomba de 1960, donc 61 d'indépendance, jusqu'en 1967, année de son décès. Le président Albert Bernard Bongo, qui est devenu El Hadj Omar Bongo, puis El Hadj Omar Bongo Ondimba. Donc de 1967 en 2009, donc année de son décès, soit 42 ans de pouvoir. Et au décès donc, de M. El Hadj Omar Bongo Ondimba, en juin, le 8 juin notamment 2009, le 8 juin 2009, il est remplacé par son fils qui fut à un moment Alain Bernard Bongo, puis est devenu Ali Ben Bongo, puis Ali Ben Bongo Ondimba, parce que, juste pour dire qu'ils n'ont pas quitté le pouvoir, mais ils ont beaucoup changé d'identité. On aurait peut-être préféré qu'ils changent autre chose au passage. Qu'à cela ne tienne. Donc, lorsque M. Bongo arrive au pouvoir en 1967, le Gabon est une république multipartite. Il y a le multipartisme parce que souvent les jeunes Gabonais pensent que le multipartisme est arrivé en 90. Non, le multipartisme existait au moment de l'indépendance. Il y avait plusieurs partis politiques et c'est El Hadj Omar Bongo qui va en 1968 dissoudre tous les partis politiques et n'en créer qu'un seul, le Parti démocratique gabonais. Donc à partir de là, tous les autres partis rentrent dans la clandestinité et ne peuvent plus exister. Mais quand même, on a des pères qui ont refusé cet état de parti unique et qui ont travaillé. C'est le cas de l'un des derniers qui reste aujourd'hui, M. Bengobessi, qui à l'époque avec Oyonaba et les autres ont créé le mouvement pour le redressement national qu'ils ont abrégé le Morena. Ils avaient organisé en 1981 une marche de protestation contre le régime Bongo. Ils savaient qu'ils seraient arrêtés, c'est ce qui a été fait, ils ont été arrêtés, ils sont allés en prison. Mais avant eux, déjà dans les années 70, avec la disparition d'un opposant politique, M. Jean Memba, on a déjà M. Agonjo Kawe qui s'était élevé en tant qu'avocat et qui avait accepté de défendre l'épouse de Jean Memba, dont le mari a disparu jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu.
pour avoir choisi de défendre Madame Jamemba. Maître Agonji Okawe a connu la prison, il a été torturé et nous savons tous que jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé des séquelles de ce passage en prison. Donc il y a eu donc comme ça des mouvements, des personnes qui ont tenté de réagir mais qui à chaque fois ont été évidemment réprimées. Jusqu'en 1989, donc suite au discours de la Baule du président François Mitterrand qui appelait, qui encourageait les présidents africains à établir la démocratie, donc à s'ouvrir à la démocratie. Il y a un vent donc, de démocratie qui va souffler sur les États africains francophones, aussi avec la chute du mur de Berlin. Mais il faut dire qu'au Gabon, ça ne s'est pas fait facilement. C'est-à-dire que le président El Hadji Omar Bongo, en rentrant de la Baule, n'a pas dit « ouais, ça y est, François Mitterrand a parlé, on va rétablir le multipartisme, etc. » Il a fallu des événements dramatiques, s'il faut dire ça comme ça, puisque en janvier 1990, les étudiants de l'université Omar Bongo vont entrer en grève parce que déjà ils ont des conditions de travail, des conditions d'enseignement et d'apprentissage exécrables. Et ensuite, ils vont être victimes d'une intoxication alimentaire au restaurant universitaire. Donc, ils vont entrer en grève. Et suite à cette grève, le 17 janvier 1990, la police va violer les franchises universitaires et va donc aller dans le campus mater les étudiants. Il va y avoir donc un décès qui est déclaré, qui est reconnu dans un pavillon aujourd'hui qui s'appelle Soweto d'ailleurs, puisqu'ils avaient estimé qu'on les avait traités comme les jeunes de Soweto. Donc il y a eu des faits très graves, il y a eu des viols d'étudiantes par les policiers, le campus a été saccagé et au sortir de là, le président Bongo, puisqu'il a rangé tout avec l'argent, il a demandé aux étudiants de faire la liste de ceux qu'ils avaient perdus et d'évaluer le coût. Et donc dans la foulée, il a donné une somme de je crois 340 millions aux étudiants, ce qui a donc entraîné des grèves dans tout le pays. Donc bon, s'il a de l'argent de nos étudiants, qu'il améliore les conditions de vie de tout le monde. Donc nous sommes rentrés dans des grèves interminables. Et il y a un autre fait marquant qui va se produire, c'est l'assassinat de M. Joseph Ngenjambe, qui était à l'époque une figure de l'opposition, qui va être assassiné en mai 1990. Donc ça va entraîner des soulèvements dans le pays, des violences, le pays est bloqué, et donc il est conduit à une conférence nationale. Mais la conférence nationale, c'était un peu avant la mort de Ngenjambe. C'est après 90, après les événements de l'université, on va arriver à la conférence nationale. Et donc cette conférence nationale, malheureusement, n'était pas souveraine. Mais quand même, elle va donner naissance à une constitution qui sera adoptée en 91. Et cette constitution donc, nous plaçait sur le chemin de la démocratie parce qu'elle établissait le multipartisme, donc tous les partis clandestins ont été légalisés. Elle ramenait l'élection présidentielle à 2 tours. Les mandats présidentiels consécutifs étaient limités à 2. Et le septennat qui était en vigueur était ramené au quinquennat. Mais au fil des années, donc le président Omar Bongo Ondimba, à partir entre 1991 et 2005, a retiré ses acquis de la conférence nationale de la Constitution petit à petit. Il a donc retiré la limitation des mandats. Aujourd'hui, on peut être président au Gabon à vie, le nombre de mandats est illimité. Il a ramené l'élection présidentielle à 1 tour, d'accord, et le quinquennat est redevenu un septennat. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'Ali Bongo va accéder au pouvoir en 2009. Donc, lui n'a pas eu besoin de tripatouiller la Constitution parce que son père l'avait fait avant pour lui, même si on verra tout à l'heure qu'il avait quand même introduit une clause dans la Constitution qui pose problème aujourd'hui, parce que le fameux article 10 que l'on met en face de son fils, ce n'est pas l'opposition qu'il a introduit dans la Constitution. On va y revenir. Donc, après, quand Ali Bongo arrive donc au pouvoir en 2009, on a l'habitude de dire qu'il a chassé tous les barons de son père, etc. Mais ce n'est pas vrai, en fait, il n'en a chassé aucun. Ce qui va se passer en 2009, on a le premier ministre de l'époque, M. Jean Yegendong, il va faire un discours quasi prémonitoire lors des obsèques d'Omar Bongo Ondimba. Il pressent que dans le déroulement des choses, puisqu'on va vers les successions dynastiques, ils savent très bien que la France veut imposer Ali Bongo. Et M. Yegendong va attirer l'attention de tout le monde en disant, si vous remplacez le père par le fils fera pire que le père. Il va le dire
dans son discours de façon assez claire. Et donc, lorsqu'au niveau des primaires du Parti démocratique gabonais, les choses vont être tripatouillées pour que Ali Bongo devienne le candidat du Parti démocratique gabonais, on va assister à plusieurs démissions du parti. Donc Jean-Yves Guénon notamment démissionne, et la plupart de ceux, des anciens du PR qui sont dans l'opposition ont tous quasiment démissionné. Il n'y en a pas un seul qu'Ali Bongo a mis de côté. Parce qu'il se fait passer pour celui qui est venu nettoyer, qui a enlevé les anciens pour rajeunir. Ce n'est pas vrai, les anciens sont partis parce qu'ils contestaient sa capacité à gérer le pays. Et donc, Ali Bongo va arriver au pouvoir sous un hold-up électoral. Je retiens la définition qu'on a fait Régis. C'est un hold-up électoral parce que les résultats sont inversés. On le sait, M. Bonnecorse l'a reconnu sur une chaîne de télévision, que c'est bien M. Maobam qui avait été élu président, et on a inversé les résultats, on a mis Ali Bongo. Donc à partir de là, il va y avoir une contestation, mais la contestation va se limiter à la ville de Port-Gentil, où il va y avoir des manifestations qui vont être violemment réprimées, puisqu'il y a eu des morts. Et les morts dans les répressions au Gabon, c'est comme les manifestations en France. Le nombre de morts varie selon qu'on est d'un côté ou de l'autre. Les manifestations, si on est du côté des organisateurs ou de la police, c'est jamais le même nombre de participants. Donc chez nous, c'est pareil. L'opposition va vous dire 500 morts, le gouvernement va vous dire qu'il n'y avait que 2. Donc à Port-Gentil, il y a eu des on dit, les chiffres que nous on a, c'est 200 morts, mais eux, ils avaient déclaré 2 ou 3 morts. 3 morts, je crois, à l'époque. Mais malgré le fait qu'il n'y a pas eu de soulèvement dans tout le pays, et on va voir la différence avec la présente élection, le Gabon est quand même entré dans une période de crise. Parce que l'élection d'Ali Bongo n'a jamais été reconnue. Son pouvoir a toujours été taxé de pouvoir illégitime. Et cette contestation va s'amplifier avec la question de son acte de naissance qui va être porté sur la place publique par sa propre demi-sœur. Donc là encore, ce n'est pas venu de l'opposition ni de la société civile, c'est dans la gestion de leur succession, de la succession de leur père, que sa sœur va se rendre compte que dans le dossier de succession, il n'y a pas l'acte de naissance d'Ali Bongo, et que dans le même temps, il veut être le légataire testamentaire, celui qui gère toute la succession, mais en même temps, il n'y a pas son acte de naissance. Donc la sœur va lui demander d'apporter l'acte de naissance, il ne l'a pas, c'est elle qui porte plainte, et donc c'est elle qui amène l'affaire sur la place publique. Donc cette affaire d'acte de naissance va être récupérée par les politiques, non pas par de la xénophobie comme on a voulu le faire croire, parce que le Gabon, c'est un pays qui a toujours accueilli beaucoup d'étrangers, c'est un pays où il y a énormément de mariages mixtes, d'accord. La quasi-totalité de nos hommes politiques sont mariés à des femmes qui ne sont pas gabonaises, et les femmes politiques aussi sont mariées à des hommes qui ne sont pas gabonais. Donc, et nous avons des familles au Gabon que l'on reconnaît comme étant venues d'ailleurs, mais qui sont très bien intégrées, très bien implantées. Là n'est pas le problème. L'acte de naissance a posé problème parce que le président de la République, garant des institutions, a introduit dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle un acte de naissance qui est faux. Donc on se situe là dans la violation de la loi, on se situe dans un faux usage de faux, faux en écriture et parjure. Et ça ne peut être toléré dans aucun pays. La communication d'Ali Bongo a voulu faire passer ça comme on lui reproche ses origines, on dit non. Le problème est parti du fait qu'il a fait un faux. Un faux, on se rend compte que finalement il y a 2 faux, il y a 3 faux, nous en sommes à 4 faux. Certains disent même 5. Donc à un moment donné, ce n'est pas du tout acceptable. Maintenant, l'intellectuel va vous parler de faux, d'usage de faux, mais celui qui est au quartier va vous dire simplement, il n'est pas gabonais. S'il est gabonais, qu'il nous le prouve. Et puis, on connaît tous l'histoire, le Gabon a accueilli des enfants qui venaient du Biafra, bref. Donc, parfois ça a été mal dit, parfois mal interprété, mais le vrai problème, c'est un problème de droit. C'est un problème du garant de nos institutions qui ne le respecte pas. Et donc, on va se rendre compte que, en dehors de ce problème d'acte de naissance, Ali Bongo va s'installer pendant tout son septennat dans un déni du droit gabonais. Il a violé la loi gabonaise constamment et il continue de le faire. Pour l'article 10, qui dit qu'on ne peut pas accéder à la présidence de la République si on a acquis la nationalité gabonaise, donc s'il a été adopté, etc., là on pourrait peut-être dire que ce n'est quelque part pas de son fait s'il a été adopté, etc., s'il n'a pas eu d'acte de naissance. Mais quand il arrive au pouvoir, il connaît la Constitution. L'article 14 de notre Constitution dit expressément que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction privée ou à but lucratif. Quand M. Ali Bongo arrive, il décide de créer les agences.
qui vont retirer à tous les ministères de leur budget d'investissement. Les ministères n'auront plus que les budgets de fonctionnement et tous leurs budgets d'investissement sont confiés à des agences. Et lui-même, il va créer la grande agence nationale des grands travaux, donc la NGT. Et en 1990, en dépit de l'article 14 de la Constitution, il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'Agence nationale des grands travaux. Ce qui est en porte-à-faux avec la Constitution. Et là, à la tête de cette agence, il va octroyer 70% des marchés de l'État, gré à gré, sans appel d'offres, à des entreprises dont lui-même ou sa famille sont propriétaires ou actionnaires majoritaires. Donc on est là dans le conflit d'intérêts, le délit d'initié, on est dans tout ce qu'on veut. Les exemples, on en a. On a l'exemple d'Afrijet, où il est actionnaire majoritaire à 60%. On a l'exemple de l'entreprise Vamed, parce qu'on va vous dire que pendant ce septennat, il a construit des hôpitaux, mais ce n'est pas par hasard qu'il a construit des hôpitaux, parce que l'exclusivité de la construction des hôpitaux a été confiée à l'entreprise Vamed, dont le gérant n'est autre que M. Tomassini, qui est conseiller personnel du chef de l'État avec bureau à la présidence. Donc voilà le genre de choses auxquelles Ali Bongo a habitué la population. Et tout à l'heure, je vous montrerai que même ils n'ont même pas respecté le code électoral gabonais. En fait, ce sont des marchands de tapis qui mettent en avant la loi quand ils pensent qu'elle est à leur avantage, et quand ils estiment que là, elle ne sert plus leurs intérêts, ils la bafouent comme ils veulent, et ils font du principe qu'ils n'ont de compte à rendre à personne.